Je reçois la vérificatrice générale Karen Hogan. Bonsoir, Mme Hogan. Bonsoir. Il y a évidemment beaucoup de sujets que vous couvrez dans ce rapport, mais on va s'intéresser à deux aspects en particulier puisque le temps n'est pas infini, on va dire. Donc, vous dites à propos des dépassements de coûts pour ce qui est des F-35 qu'ils sont attribuables à la variation des devises étrangères et à l'augmentation des coûts des installations. Comment les coûts des installations ont pu augmenter autant en quelques années à peine? Alors, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à l'augmentation des coûts de 19 milliards de dollars à 27,7 milliards de dollars. Au début, l'estimé de 19 milliards de dollars était basé sur de l'information qui était désuète. Il y avait de l'information disponible à la Défense nationale pour mettre à jour les coûts pour les avions. Après, oui, il y a de l'inflation, les fluctuations dans les devises étrangères et l'infrastructure. Alors, la Défense nationale s'est mis de l'avance. Ils savaient qu'il fallait améliorer leur infrastructure à Bagotville et Cold Lake et à travers le pays. Mais ils ont seulement su tous les critères pour les édifices une fois qu'ils ont pris une décision sur l'avion. Et alors, ça l'accuse un retard d'environ 3 ans. Et cela veut dire que l'infrastructure provisoire est nécessaire, qui va encore de plus augmenter les coûts. Mais comment on a pu se fier à de l'information désuète? Ça, c'est une excellente question à demander à la Défense nationale. Je veux dire, c'était très clair que de l'information était disponible sur le coût des avions à tous les années, mais les estimés étaient basés sur de l'information il y a quelques années. Bon, vous dénoncez plusieurs problèmes, notamment le manque de pilotes qualifiés. Et ça, c'est pas nouveau parce que, il faut comprendre que ça compromet la mise en service. Vous avez constaté ce problème-là en quoi, 2018? 6 ans plus tard, vous dites que rien n'est réglé. Pourtant, les gens au pouvoir ont lu votre rapport. Comment ça se fait? Vous avez raison, en 2018, on avait constaté qu'il y avait une pénurie de pilotes qualifiés pour les CF-18. C'est là qu'on transitionne au CF-35. Évidemment, il faut avoir de la formation mise à jour pour certains pilotes, mais il faut aussi engager des nouveaux pilotes. Défense nationale a un plan, mais le plan estime qu'ils n'auront pas assez de pilotes qualifiés une fois que la flotte d'avions arrive au Canada. Et ça, c'est un risque qui est très important qui devrait être géré immédiatement. Bon, et alors, il y a un autre aspect pas mal intéressant. Vous dites que l'approche adoptée par la Défense nationale pour gérer les risques associés au projet comporte des faiblesses, vous les nommez. Il manque notamment des plans d'urgence, des mesures pour réduire l'impact de nouvelles menaces, etc. Alors, comment corriger ces lacunes-là? Alors, le projet pour faire la transition entre les CF-18 puis les CF-35 est un projet de longue durée. Et on a constaté que la gestion de risque était plutôt réactive au lieu de proactif. Je m'attendrais qu'il y ait des mesures d'atténuation pour gérer certains risques. Par exemple, le taux d'inflation et les fluctuations des devises étrangères. Défense nationale était au courant du fait que c'était un risque, mais ils n'ont pas mis de mesures d'atténuation en place. Alors, on a émis quelques recommandations. Une des plus importantes est vraiment un suivi plus accru et continu sur non seulement les coûts, mais aussi sur la gestion de risque. Et tout ça arrive, votre rapport, au lendemain du jour où le premier ministre, Mark Carney, annonce des nouvelles dépenses en défense, 9 milliards de dollars supplémentaires. Est-ce qu'on doit donc s'inquiéter de la façon dont ça devra ou ça pourra être géré à la lumière de tout ce que vous dites et de tout ce que vous soulevez dans votre rapport? Je pense que la Défense nationale a beaucoup de bons plans, mais la façon qu'ils gèrent des gros projets, les divisent dans des petits projets à l'intérieur d'un gros projet. Et ça augmente la nécessité de bien gérer le portrait global et tous les risques et tous les coûts. Pour moi, c'est important que les parlementaires et les Canadiens ont un portrait global. Et c'est pour cela que nous avons inclus des coûts, même dans d'autres projets qu'on sait qui sont nécessaires pour que la flotte soit utilisée pleinement. Et j'encourage Défense nationale à vraiment mettre en œuvre nos recommandations, mais de le faire encore plus loin que juste ce projet-ci, qu'ils les considèrent dans tous les projets futurs s'ils vont dépenser beaucoup plus pour des aspects militaires. Mais vos recommandations, d'habitude, rapport après rapport, sont acceptées par la Défense nationale, qui promet de réviser les façons de faire. Mais ça se fait pas, de toute évidence, ou peu.
Alors, c'est toujours difficile de revenir plusieurs années plus tard et de savoir qu'on va réémettre les mêmes recommandations. Je pense que dans le passé, il y avait un manque de financement pour des aspects des achats militaires. Et alors, j'ose espérer que maintenant, Défense nationale va vraiment faire un suivi plus accru sur les coûts et sur les risques pour aller de l'avant, non seulement avec le projet pour les CF-35, mais pour les autres projets militaires. Bon, alors je disais d'entrée de jeu qu'il y avait deux sujets qui nous intéressaient particulièrement, celui-là dont on vient de parler, et l'autre, c'est bien sûr ce que vous appelez les contrats de services professionnels. Les gens comprendront qu'il s'agit bien sûr notamment GC Strategies, avec le fameux dossier Arrive-Can, mais pas que ça, parce que vous dites de façon générale, et ça c'est un chiffre qui frappe, dans 33 des contrats examinés, les organisations fédérales n'ont pas pu démontrer que les ressources contractuelles possédaient l'expérience et les qualifications nécessaires pour effectuer les travaux requis. Alors, 33 c'est à peu près le tiers des contrats. C'est énorme. Est-ce qu'on doit s'étonner de ce chiffre-là? Est-ce que c'est inquiétant de voir qu'il s'agit du tiers des contrats? Je pense que nos constatations dans le rapport ici avec les contrats professionnels avec GC Strategies fait écho aux constatations avec mon premier rapport sur les contrats professionnels, mais avec McKinsey et compagnie. Il faut être clair que je ne vérifie pas les entreprises privées. Alors, je regarde les actions du gouvernement fédéral et les fonctionnaires. Et je n'ai pas émis de recommandations dans le rapport aujourd'hui parce que je suis de l'opinion que le gouvernement fédéral n'a pas besoin de plus de règles quand ça vient à l'approvisionnement. On a besoin de prendre du recul puis s'assurer que tous les fonctionnaires comprennent les règles qui existent, ils sont au courant des règles et qu'ils les appliquent d'une façon beaucoup plus cohérente. Mais manifestement, ces règles-là sont ni comprises ni appliquées là, dans plusieurs cas. Alors, on regarde le même temps. Tu sais, j'ai répondu à une motion de la Chambre des communes qui m'a demandé de regarder les contrats émis à GC Strategies qui nous retournent dans le passé. Et alors, tous les changements aux politiques et la formation est arrivé après mon rapport de Arrive-Can. Et alors, je ne peux pas dire si ça a changé la passation de marché, mais j'encourage le gouvernement de prendre un peu de recul parce que rapport après rapport, il y a beaucoup de recommandations qui sont émises. Les règles augmentent et augmentent et je pense que c'est le temps de regarder si on a trop de règles et comment on peut rendre l'approvisionnement plus efficace à travers le gouvernement fédéral. Et c'est ça que vous dites, quand vous dites prendre un peu de recul, c'est regarder les choses dans leur ensemble, voir s'il y a trop de règles. Pour se pencher sur le pourquoi de nos constatations, pourquoi que les règles ne sont pas appliquées. Les règles sont très claires. Et alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de règles, alors les gens ne les comprennent pas, ou est-ce que ça ralentit le processus, alors tout le monde les contourne? Alors, je pense qu'il faut que le gouvernement se penche sur les causes profondes des constatations dans ces deux rapports-là. Est-ce qu'il y a suffisamment de formation des fonctionnaires? Bon, il y a beaucoup. Chaque ministère a un groupe d'approvisionnement, puis après, il y a Service public et Approvisionnement Canada qui est vraiment le centre d'expertise pour les approvisionnements. Alors, ce n'est pas tous les fonctionnaires qui sont impliqués, mais je pense qu'on a besoin de prendre un retour aux éléments de base et de répéter la formation, mais aussi de regarder la quantité de règles d'approvisionnement. Et est-ce qu'il y a suffisamment de supervision pour tous ces employés de l'État? Alors, tous les ministères devraient surveiller leur groupe d'approvisionnement. Il y a encore les groupes de vérification à l'interne à travers les ministères qui pourraient regarder la passation de marché. Il y a le Ombuds de l'approvisionnement, il y a mon bureau. Il y a beaucoup de personnes qui surveillent l'approvisionnement. Maintenant, c'est de vraiment de connaître les règles et de les mettre en place. Merci pour cet entretien, Mme Hogan. Merci.